Imagine un instant que tu te retrouves à 70 ans, assis dans un fauteuil confortable, une tasse de thé entre les mains, et que quelqu'un te pose cette question simple, presque brutale dans sa franchise. Est-ce que tu as vraiment vécu? Pas seulement existé, pas seulement survécu aux journées, aux semaines, aux années qui se sont succédées comme des vagues, mais vraiment vécu avec profondeur, avec présence, avec ce sentiment rare et précieux d'avoir été pleinement toi-même. C'est une question qui peut faire peur. Et en même temps, c'est peut-être la plus belle question que l'on puisse se poser. Aujourd'hui, je veux t'inviter à explorer quelque chose qui me tient profondément à cœur. Quelque chose que j'observe depuis des années, dans ma pratique, dans mes lectures, dans mes conversations avec des hommes et des femmes qui ont traversé de longues vies. Il existe un certain nombre de capacités, d'attitudes, de façons d'être au monde, que très peu de personnes arrivent à cultiver véritablement en vieillissant. Pas parce qu'elles sont impossibles, pas parce qu'il faut être exceptionnel pour y accéder, mais parce que personne ne nous les a vraiment enseignées, parce que la vie va vite, parce que les urgences du quotidien prennent toute la place, et parce que nous remettons souvent pas plus tard ce travail intérieur, qui est pourtant le plus fondamental de tous. Je vais te parler de 11 choses, 11 attitudes, 11 capacités que les personnes qui arrivent à 70, 80 ans dans une forme de sérénité et de plénitude ont su développer. Et je vais te dire quelque chose d'emblée. Si tu es en train d'écouter ceci, quel que soit ton âge, aujourd'hui, tu as une chance immense. Parce que tout ce dont je vais parler, ça se cultive, ça se travaille, ça s'apprend. Il n'est jamais trop tôt et il n'est jamais trop tard. Alors installe-toi confortablement. Prends quelques respirations et laisse-moi t'accompagner dans cette réflexion. La première chose, et peut-être la plus fondamentale de toutes, c'est la capacité à être en paix avec son passé. Quand je dis en paix, je ne veux pas dire dans l'oubli. Je ne veux pas dire que les blessures n'ont pas existé, que les erreurs n'ont pas eu lieu, que les deuils n'ont pas laissé de traces. Être en paix avec son passé, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil et de beaucoup plus courageux que l'oubli. C'est arriver à regarder ce qui a été, avec toute sa complexité, ses lumières et ses ombres, et se dire « tout cela, c'est moi. Tout cela m'a construit. Tout cela fait partie de l'histoire que je suis. » J'ai rencontré, au fil des années, des hommes et des femmes de 80 ans qui portaient encore en eux une rancœur vieille de 50 ans, une parole blessante dite par un père ou une mère, une trahison d'un ami, une relation amoureuse qui s'est terminée dans la douleur. Et cette rancœur, ils la portaient comme un fardeau invisible, sans même s'en rendre compte parfois. Elle colorait leur façon de voir le monde, de parler des autres, de se parler à eux-mêmes. Et j'ai rencontré d'autres personnes, du même âge, qui avaient traversé des épreuves tout aussi lourdes, parfois bien plus lourdes, et qui rayonnaient d'une paix intérieure que l'on sentait immédiatement en leur présence. Ce n'était pas de la naïveté, ce n'était pas du déni, c'était le fruit d'un travail intérieur patient, souvent douloureux, mais profondément libérateur. Ce travail, c'est ce que les psychologues appellent parfois l'intégration. Intégrer son histoire, c'est cesser de lutter contre ce qui a été. C'est accepter que le passé ne peut pas être changé, mais que notre relation à ce passé, elle peut évoluer. Et quand cette relation évolue, quelque chose se libère. Une énergie immense qui était mobilisée dans la résistance, dans la rumination, dans la colère, devient soudainement disponible pour vivre. Je me souviens d'une femme, appelons-la Marguerite, qui est venue me consulter à l'âge de 68 ans. Elle m'a dit dès le début, « Je viens parce que je ne veux pas arriver à la fin de ma vie avec toute cette amertume. » Elle avait eu une relation difficile avec sa mère, une femme froide, exigeante, qui n'avait jamais su lui dire qu'elle l'aimait. Et pendant 68 ans, Marguerite avait attendu. Elle avait attendu une reconnaissance qui n'était jamais venue. Et sa mère était morte depuis 10 ans. Ce que nous avons travaillé ensemble, ce n'était pas d'effacer la douleur. C'était de comprendre que cette attente, aussi légitime qu'elle soit, la maintenait dans une prison, et qu'elle seule avait la clé pour en sortir. Non pas en pardonnant au sens d'excuser, mais en décidant de ne plus laisser ce manque définir qui elle était. Quelques mois plus tard, Marguerite m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle m'a dit « J'ai l'impression d'avoir récupéré des années de vie. Voilà ce que peut faire la paix avec son passé. » La deuxième chose, c'est la capacité à vivre
dans le moment présent. Et je sais que cette expression est devenue presque un cliché. On l'entend partout, dans les livres de développement personnel, dans les applications de méditation, dans les conversations de café. Mais justement parce qu'on l'entend partout, on l'entend sans vraiment l'écouter. Vivre dans le moment présent, à 70, 80 ans, ce n'est pas la même chose qu'à 30 ans. À 30 ans, on peut se permettre de vivre dans le futur, de reporter sa joie, de se dire « je serai heureux quand j'aurai ce travail, cette maison, cette relation ». À 70 ans, quelque chose change, le temps se fait plus précieux, plus conscient. Et les personnes qui ont cultivé la présence au fil des années vivent chaque journée avec une intensité douce et profonde que ceux qui n'ont jamais développé cette capacité ne comprennent pas toujours. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement, vivre dans le présent? Ça veut dire manger un repas en goûtant vraiment ce qu'on mange, sans regarder son téléphone. Ça veut dire écouter quelqu'un qui nous parle, vraiment écouter, sans préparer sa réponse dans sa tête. Ça veut dire marcher dans la rue et sentir l'air sur son visage, entendre les sons, voir les couleurs. Ça veut dire être là, simplement là, dans ce qui est. Ce n'est pas facile, notre esprit est un voyageur impénite. Il part sans cesse vers le passé ou vers le futur. Il rumine ce qui a été, il anticipe ce qui pourrait être. Et pendant ce temps, le présent, le seul endroit où la vie se passe vraiment, il le rate. Les personnes qui arrivent à un âge avancé avec une qualité de vie intérieure remarquable ont presque toutes développé, d'une façon ou d'une autre, cette capacité à revenir au présent. Certaines l'ont cultivée par la méditation, d'autres par la prière, d'autres encore par le jardinage, la marche, la peinture, la musique. La forme importe peu. Ce qui compte, c'est ce mouvement de retour à soi, à l'instant, à ce qui est là. Si ce contenu te parle et t'aide à réfléchir, je t'invite à laisser un like et à t'abonner pour continuer à apprendre ensemble. Ça m'aide beaucoup et ça me permet de continuer à créer ces contenus pour toi. La troisième chose, c'est la capacité à accepter ce qu'on ne peut pas contrôler. Voilà quelque chose qui semble simple à dire et qui est extraordinairement difficile à vivre. Nous sommes des êtres qui cherchons le contrôle. C'est inscrit dans notre psychologie la plus profonde. Le contrôle nous donne un sentiment de sécurité, de prévisibilité, de maîtrise sur notre existence. Et pendant longtemps, dans la première partie de la vie, nous pouvons entretenir cette illusion. Nous pouvons croire que si nous travaillons assez, si nous planifions assez, si nous faisons les bons choix, nous pouvons maîtriser ce qui nous arrive. Et puis la vie nous rappelle, parfois doucement, parfois brutalement, que ce n'est pas tout à fait vrai. Une maladie arrive, un deuil survient. Une relation se brise, un enfant prend une direction que nous n'aurions jamais choisie pour lui. Et là, face à ce que nous ne pouvons pas contrôler, deux attitudes sont possibles. La résistance, qui épuise et qui souffre, ou l'acceptation, qui ne veut pas dire la résignation, mais la sagesse de reconnaître les limites de notre pouvoir. Les stoïciens, ces philosophes grecs et romains, qui ont réfléchi à l'art de bien vivre avec une profondeur remarquable, avaient une distinction fondamentale. Ils distinguaient ce qui dépend de nous, nos pensées, nos intentions, nos réactions, nos valeurs, et ce qui ne dépend pas de nous, les événements extérieurs, le comportement des autres, le temps qu'il fait, la mort. Et ils disaient, concentre toute ton énergie sur ce qui dépend de toi, et lâche ce qui ne dépend pas de toi. C'est une sagesse que les personnes qui vieillissent bien ont souvent intégrée, parfois sans même avoir lu les stoïciens. Elles ont appris, souvent à travers des épreuves, que se battre contre ce qui est inévitable est une dépense d'énergie inutile et douloureuse, et qu'au contraire, accepter ce qui est, tout en continuant à agir, là où on peut agir, libère une paix profonde. Je pense à un homme, appelons-le Bernard, 75 ans, qui avait développé une maladie chronique invalidante. Quand je l'ai rencontré, il portait une sérénité qui m'a frappé immédiatement. Je lui ai demandé comment il faisait. Il m'a répondu avec une simplicité désarmante. J'ai arrêté de me battre contre ma maladie. Je vis avec elle. C'est différent. Je ne peux pas changer ce que j'ai, mais je peux choisir comment je vis avec. Cette distinction, vivre avec plutôt que se battre contre, c'est l'une des plus libératrices qui soit. La quatrième chose,
c'est la capacité à maintenir des relations profondes et authentiques. On le sait maintenant, les études sur le bonheur et sur la longévité sont formelles là-dessus. La qualité de nos relations est l'un des facteurs les plus déterminants de notre bien-être, à tout âge, mais particulièrement en vieillissant. La grande étude de Harvard sur le développement adulte, qui a suivi des hommes pendant plus de 80 ans, a conclu que ce n'est pas la richesse, ni la gloire, ni même la santé physique qui prédit le mieux le bonheur en fin de vie. C'est la qualité des relations. Mais voilà ce qui est intéressant. Maintenir des relations profondes et authentiques à 70, 80 ans, ce n'est pas quelque chose qui arrive tout seul. Ça demande un investissement constant, une attention, une volonté de rester ouvert à l'autre même quand c'est difficile, même quand on est fatigué, même quand on a été blessé. Très peu de personnes y arrivent vraiment. Beaucoup se retrouvent à un âge avancé avec un entourage qui s'est réduit comme une peau de chagrin. Les amis sont morts, les enfants sont loin, les collègues ont disparu avec la retraite. Et l'isolement s'installe, silencieusement, progressivement. Les personnes qui arrivent à maintenir des liens vivants et profonds à un âge avancé ont en général cultivé plusieurs choses. D'abord, elles ont appris à être vulnérables, à dire ce qu'elles ressentent vraiment, à ne pas se cacher derrière une façade de force ou de compétence. Ensuite, elles ont appris à prendre soin des autres de façon désintéressée, sans attendre de retour immédiat. Et enfin, elles ont appris à se renouveler dans leurs relations, à ne pas rester figées dans les mêmes rôles, les mêmes habitudes, les mêmes conversations. Il y a quelque chose de magnifique dans une amitié qui dure depuis 40 ou 50 ans, qui a traversé les épreuves, les malentendus, les silences, et qui reste vivante, curieuse, nourricière. C'est l'une des plus belles choses que la vie puisse offrir. La cinquième chose, c'est la capacité à continuer à apprendre et à se transformer. Il existe une idée très répandue et très fausse selon laquelle à partir d'un certain âge, on ne change plus. On entend souvent cette phrase « les gens ne changent pas ». Et pourtant, toute mon expérience clinique, toutes les recherches en psychologie du développement contredisent cette idée. Les êtres humains sont capables de se transformer à tout âge. Le cerveau humain, on le sait maintenant grâce aux neurosciences, est plastique bien au-delà de ce qu'on croyait. Il peut créer de nouvelles connexions, apprendre de nouvelles choses, développer de nouvelles façons de voir et de penser jusqu'à un âge très avancé. La condition, c'est qu'on lui en donne l'occasion. Les personnes qui vieillissent avec une vitalité intérieure remarquable sont presque toutes des personnes qui ont maintenu une curiosité intellectuelle et émotionnelle tout au long de leur vie. Elles lisent, elles apprennent, elles posent des questions, elles s'intéressent aux idées nouvelles, aux personnes différentes d'elles, aux expériences inédites. Elles ne se sont pas installées dans le confort rassurant de ce qu'elles savent déjà. Et surtout, elles ont continué à se transformer intérieurement. Elles ont accepté de remettre en question leurs croyances, leurs habitudes de pensée, leur façon d'être en relation. Elles ont accepté que grandir, ça fait parfois mal, que changer, ça demande du courage, mais que le résultat en vaut largement la peine. Je pense à une femme de 78 ans qui avait commencé à apprendre le piano à 65 ans. Tout le monde lui avait dit que c'était trop tard. Elle m'a raconté que ces 13 années de piano avaient été parmi les plus riches de sa vie. Pas parce qu'elle était devenue une grande pianiste, mais parce que chaque semaine, elle se confrontait à quelque chose de difficile. Elle progressait. Elle découvrait quelque chose de nouveau en elle. Elle m'a dit apprendre. Ça me fait me sentir vivante. Voilà peut-être la définition la plus simple et la plus belle de ce que signifie continuer à apprendre. Si ce que tu entends résonne en toi, n'oublie pas de t'abonner et de partager cet épisode avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Chaque partage aide ces idées à atteindre ceux qui en ont besoin. La sixième chose, c'est la capacité à trouver du sens. Viktor Frankl, ce psychiatre autrichien qui a survécu au camp de concentration et qui a fondé ce qu'il appelait la logothérapie, la thérapie par le sens, a écrit quelque chose qui m'a toujours profondément touché. Il disait « L'homme peut supporter n'importe quel comment s'il a un. Pourquoi suffisamment fort ? Le sens, c'est ce qui nous permet de tenir debout quand la vie est difficile. C'est ce qui donne de la valeur à nos efforts, à nos sacrifices, à nos souffrances. C'est ce qui transforme une existence ordinaire
en une vie qui vaut la peine d'être vécue. Et à 70, 80 ans, la question du sens devient souvent plus pressante. Quand on a traversé la retraite, quand les enfants sont partis, quand certains rôles sociaux qui nous définissaient ont disparu, la question se pose avec une acuité nouvelle. Qu'est-ce qui donne encore du sens à ma vie? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Les personnes qui répondent bien à cette question, qui ont trouvé ou maintenu un sens profond à leur existence, sont celles qui vieillissent avec le plus de sérénité. Et ce sens peut prendre des formes très diverses. Pour certains, c'est la famille, les petits-enfants, le fait d'être là pour les générations suivantes. Pour d'autres, c'est un engagement, une cause, quelque chose qui les dépasse. Pour d'autres encore, c'est la création, l'art, la beauté, ou simplement la gratitude d'être en vie, de voir le soleil se lever, d'entendre le chant des oiseaux. Ce qui compte, ce n'est pas la forme que prend le sens, c'est qu'il soit authentique, qu'il soit vraiment le tien, pas celui que la société ou ta famille t'a imposé, mais celui que tu as choisi, cultivé, nourri. La septième chose, et celle-ci me touche particulièrement, c'est la capacité à pratiquer la gratitude de façon authentique. Je dis authentique parce qu'il existe une forme de gratitude de façade, une gratitude performative, qui consiste à se dire je dois être reconnaissant de ce que j'ai sans vraiment le ressentir. Ce n'est pas de cela dont je parle. La vraie gratitude, c'est quelque chose qui se cultive, qui s'approfondit avec le temps. C'est une façon de regarder sa vie et de voir, vraiment voir, tout ce qui est beau, précieux, fragile. C'est la capacité à être touché par les petites choses, une conversation avec un ami, un repas à partager, la lumière d'un après-midi d'automne, la santé relative qu'on a, les personnes qui nous aiment. Les recherches en psychologie positive montrent de façon très cohérente que les personnes qui pratiquent la gratitude de façon régulière ont un niveau de bien-être significativement plus élevé que celles qui ne le font pas. Elles dorment mieux, elles ont des relations plus satisfaisantes, elles résistent mieux aux épreuves. Mais ce qui m'intéresse encore plus que les études, c'est ce que j'observe chez les personnes âgées qui rayonnent de cette qualité particulière. Elles ont souvent traversé des épreuves que des personnes plus jeunes trouveraient insurmontables. Et pourtant, elles parlent de leur vie avec une tendresse, une reconnaissance, un émerveillement qui est profondément touchant. Elles ont appris, souvent à travers la perte et la douleur, la valeur de ce qu'elles ont. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, dont on attribue souvent la paternité à différentes personnes, mais dont le contenu me semble profondément vrai. Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, c'est la reconnaissance qui nous rend heureux. La huitième chose, c'est la capacité à se pardonner à soi-même. C'est peut-être l'une des choses les plus difficiles que j'ai rencontrées dans ma pratique, le pardon aux autres. Même si c'est difficile, beaucoup de personnes y arrivent avec du temps et du travail. Mais le pardon à soi-même, c'est une autre histoire. Nous sommes souvent nos propres juges les plus sévères. Nous nous reprochons des erreurs vieilles de 30 ans avec une intensité que nous n'aurions jamais pour un ami dans la même situation. Nous nous condamnons pour des choix que nous avons faits avec les ressources que nous avions à l'époque, sans tenir compte du fait que nous étions différents, que nous étions dans des circonstances différentes. À 70, 80 ans, cette sévérité envers soi-même peut devenir un poison lent. Des regrets qui s'accumulent, des reproches qui reviennent en boucle, un sentiment de ne pas avoir été à la hauteur, en tant que parent, en tant que conjoint, en tant que professionnel. Et tout cela ronge la joie de vivre de l'intérieur. Les personnes qui arrivent à cet âge, avec une paix intérieure, ont presque toutes fait ce travail difficile de se réconcilier avec elles-mêmes. Non pas en effaçant leurs erreurs, mais en les regardant en face et en se disant « J'ai fait de mon mieux avec ce que j'étais. J'ai parfois manqué, j'ai parfois blessé. Et j'ai aussi aimé, donné, construit. Je suis tout cela à la fois. » Cette compassion envers soi-même, ce n'est pas de l'indulgence, c'est de la justice. C'est regarder sa vie entière, avec toute sa complexité, et se traiter avec la même bienveillance qu'on accorderait à quelqu'un qu'on aime. La neuvième chose, c'est la capacité à prendre soin de son corps avec respect et bienveillance. Je ne parle pas ici d'obsession pour la santé, ni de culte du corps parfait. Je parle d'une relation saine, respectueuse, bienveillante avec ce corps qui nous porte depuis notre naissance et qui traverse avec nous toutes les expériences de notre vie.
Les personnes qui vieillissent bien ont souvent développé une écoute fine de leur corps. Elles savent quand elles ont besoin de repos, quand elles ont besoin de nourriture, de silence, de contact. Elles ne traitent pas leur corps comme un outil à exploiter ou comme un ennemi à combattre, mais comme un compagnon de vie à respecter. Cette relation au corps change souvent avec l'âge. Dans la jeunesse, on peut avoir tendance à ignorer les signaux du corps, à le pousser au-delà de ses limites, à le négliger. Avec le temps, et parfois avec la maladie ou la douleur, on apprend à l'écouter différemment. On apprend que le corps a sa sagesse propre, qu'il nous parle si on prend le temps de l'entendre. Marcher, bouger, respirer profondément, dormir suffisamment, manger avec plaisir. Et attention, ces choses simples sont en réalité des actes de respect envers soi-même. Et les personnes qui les pratiquent avec régularité et conscience vieillissent avec une vitalité qui va bien au-delà de la simple santé physique. Si ce contenu t'aide dans ta réflexion, pense à laisser un like et à t'abonner. Ça m'encourage à continuer à créer ces espaces de réflexion pour toi. La 10e chose, c'est la capacité à lâcher prise sur l'image qu'on veut donner de soi. Toute notre vie, ou presque, nous nous soucions du regard des autres. Nous voulons être perçus d'une certaine façon. Nous jouons des rôles, nous portons des masques, nous adaptons notre comportement à ce que nous pensons que les autres attendent de nous. C'est humain, c'est même nécessaire dans une certaine mesure. Mais quand ce souci du regard de l'autre devient obsessionnel, quand il dicte toutes nos décisions, quand il nous empêche d'être authentiquement nous-mêmes, il devient une prison. Les personnes qui arrivent à un âge avancé avec une liberté intérieure remarquable ont souvent fait la paix avec cette question du regard de l'autre. Elles ont arrêté de se demander ce que les gens pensent d'elles à chaque instant. Elles ont accepté d'être imparfaites, d'être parfois incomprises, d'être parfois jugées. Et dans cet abandon de la performance sociale, elles ont trouvé une légèreté, une authenticité, une joie d'être soi qui est profondément libératrice. Il y a quelque chose de magnifique dans cette liberté que certaines personnes âgées ont conquise. Elles disent ce qu'elles pensent vraiment. Elles portent ce qu'elles veulent. Elles font ce qui leur plaît sans se justifier. Elles ont cessé de chercher l'approbation. Et cette liberté, loin de les isoler, les rend souvent plus attachantes, plus respectées, plus aimées. Parce que l'authenticité attire. Les gens sont attirés par ceux qui sont vraiment eux-mêmes, qui n'ont pas peur d'être vus tels qu'ils sont. C'est rare et c'est précieux. Et la 11e chose, la dernière, et peut-être la plus profonde de toutes, c'est la capacité à embrasser sa propre finitude. Je sais que c'est un sujet difficile. Nous vivons dans une culture qui nie la mort, qui la cache, qui en fait un tabou. Et pourtant, c'est la seule certitude que nous ayons. Nous sommes tous mortels. Nous allons tous mourir un jour. Et cette réalité, selon la façon dont nous la portons, peut être une source d'angoisse paralysante ou une invitation à vivre plus pleinement, plus intensément, plus authentiquement. Les personnes qui ont intégré leur finitude, qui ont fait la paix avec le fait qu'elles vont mourir, vivent différemment. Elles font des choix différents. Elles accordent leur temps et leur énergie à ce qui compte vraiment. Elles disent les mots importants avant qu'il soit trop tard. Elles ne remettent pas à demain les conversations nécessaires, les gestes d'amour, les moments de beauté. Il existe une pratique que les stoïciens appelaient memento mori. Souviens-toi que tu mourras. Ce n'est pas une invitation à la morbidité. C'est une invitation à la présence, à la gratitude, à l'essentiel. Quand on se souvient que le temps est limité, on arrête de le gaspiller en futilité. On arrête de se disputer pour des broutiles. On arrête de reporter sa joie à plus tard. Les personnes qui arrivent à 70, 80 ans avec une sérénité face à la mort sont souvent celles qui ont le mieux vécu. Parce qu'elles ont su, tout au long de leur vie, que chaque journée était un cadeau, pas une évidence. Je pense à une femme de 82 ans que j'ai connue, une femme d'une sagesse et d'une douceur extraordinaires. Elle m'a dit un jour, « Je n'ai pas peur de mourir. J'ai peur de ne pas avoir vraiment vécu. Et maintenant que j'ai vraiment vécu, la mort ne me fait plus peur. » Cette phrase m'a accompagné depuis. Voilà donc ces 11 choses. 11 capacités, 11 attitudes que très peu de personnes arrivent à cultiver pleinement. Et je veux maintenant prendre le temps de te les rappeler, non pas comme une liste de cases à cocher, mais comme un chemin qui se parcourt toute une vie.
avec patience, avec bienveillance envers soi-même, avec la conscience que chaque pas compte, même les plus petits. La première, c'est être en paix avec son passé, intégrer son histoire, cesser de lutter contre ce qui a été et laisser le passé être ce qu'il est, une partie de soi, pas une prison. La deuxième, c'est vivre dans le moment présent, pas de façon parfaite, pas tout le temps, mais avec une intention, une pratique, un retour régulier à ce qui est là, maintenant vivant. La troisième, c'est accepter ce qu'on ne peut pas contrôler, distinguer ce qui dépend de nous de ce qui n'en dépend pas et concentrer son énergie là où elle peut vraiment faire une différence. La quatrième, c'est maintenir des relations profondes et authentiques, investir dans les liens, prendre soin des autres, rester ouvert à la vulnérabilité et à la connexion. La cinquième, c'est continuer à apprendre et à se transformer. Garder la curiosité vivante, ne pas se fermer dans le confort de ce qu'on sait déjà, accepter de grandir à tout âge. La sixième, c'est trouver du sens. Se demander régulièrement ce qui donne de la valeur à sa vie, ce pourquoi on se lève le matin, ce qui nous dépasse et nous nourrit. La septième, c'est pratiquer la gratitude authentique. Voir ce qui est beau, précieux, fragile dans sa vie et en être touché vraiment profondément. La huitième, c'est se pardonner à soi-même. Se traiter avec la même bienveillance qu'on accorderait à quelqu'un qu'on aime, reconnaître ses erreurs sans se condamner pour elles. La neuvième, c'est prendre soin de son corps avec respect. Écouter ses signaux, lui donner ce dont il a besoin, le traiter comme un compagnon de vie précieux. La dixième, c'est lâcher prise sur l'image qu'on veut donner. Cesser de jouer des rôles, d'adapter sa vie au regard des autres et oser être authentiquement soi-même. Et la onzième, c'est embrasser sa propre finitude, faire la paix avec le fait qu'on est mortel et laisser cette conscience éclairer et intensifier chaque journée. Maintenant, je veux te dire quelque chose d'important. Si en écoutant cette liste, tu t'es reconnu dans certaines de ces capacités, c'est merveilleux. Célèbre-le. Vraiment. Ce n'est pas rien d'avoir cultivé ces choses-là. Ça demande du travail, du courage, de la persévérance. Et si tu as reconnu des zones d'ombre, des endroits où tu sais que tu as encore du chemin à faire, alors je veux te dire ceci, c'est une information précieuse. Pas une condamnation, pas une preuve que tu as raté quelque chose. Juste une indication de là où ton énergie peut aller, là où ta croissance peut se poursuivre. Parce que c'est ça, le développement personnel dans sa forme la plus authentique. Ce n'est pas se comparer à un idéal impossible. Ce n'est pas se flageller pour ses manques. C'est regarder honnêtement qui on est, avec bienveillance et curiosité, et se demander vers quoi est-ce que je veux me diriger. Et voilà ce que je veux te laisser comme réflexion finale. À 70, 80 ans, les personnes qui font partie de ce fameux 1%, celles qui ont cultivé ces 11 capacités, ne sont pas des surhommes ou des surfemmes. Ce ne sont pas des gens qui n'ont pas souffert, qui n'ont pas échoué, qui n'ont pas douté. Ce sont des gens ordinaires qui ont fait un choix, souvent renouvelé des milliers de fois tout au long de leur vie. Le choix de travailler sur eux-mêmes, de rester ouverts, de continuer à grandir. Et ce choix, tu peux le faire aujourd'hui, quel que soit ton âge. Que tu aies 20 ans ou 75 ans, que tu sois au début de ta vie adulte ou que tu approches de sa fin, ce travail intérieur n'a pas de date de péremption. Il n'est jamais trop tôt pour commencer et il n'est jamais trop tard pour continuer. Je pense souvent à cette image des arbres. Un arbre ne cesse jamais de pousser. Même vieux, même tordu par le vent et les années, il continue à produire de nouvelles feuilles chaque printemps. Il continue à s'adapter, à chercher la lumière, à enfoncer ses racines un peu plus profondément dans la terre. Nous sommes comme ces arbres. Nous ne cessons jamais complètement de pousser, si nous en décidons ainsi. Et si tu te demandes par où commencer, je te propose quelque chose de simple. Prends les 11 capacités dont nous avons parlé aujourd'hui et choisis-en une seule, celle qui te parle le plus, celle où tu sens qu'il y a quelque chose à explorer. Et cette semaine, consacre-lui un peu d'attention, pas une révolution, pas un programme intensif, juste un peu d'attention bienveillante. Peut-être que c'est la gratitude. Alors chaque soir, avant de dormir, prends 2 minutes pour penser à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant aujourd'hui. Des petites choses, des grandes choses, peu importe. Peut-être que c'est le pardon à soi-même,
Alors prends un moment pour écrire une lettre à une version plus jeune de toi-même, une version qui a fait une erreur que tu portes encore. Et écris-lui avec la tendresse que tu aurais pour un enfant. Peut-être que c'est la présence. Alors choisis un repas cette semaine, un seul, et mange-le sans distraction, en savourant vraiment chaque bouchée, en étant vraiment là. Ces petits gestes peuvent sembler insignifiants. Ils ne le sont pas. Ils sont les graines de transformation profonde. Et avec le temps, avec la répétition, avec la constance, ils changent réellement la façon dont on vit, dont on vieillit, dont on est. Je veux terminer avec quelque chose qui me tient à cœur. Dans notre monde qui valorise la vitesse, la performance, la jeunesse, il y a quelque chose de profondément subversif dans le fait de vieillir bien, de vieillir avec sagesse, avec profondeur, avec joie. C'est un acte de résistance douce contre une culture qui a peur du temps qui passe. Les personnes âgées qui rayonnent de cette paix intérieure, de cette curiosité vivante, de cette bienveillance envers elles-mêmes et envers les autres, sont parmi les plus belles choses que j'ai rencontrées dans ma vie. Elles me rappellent que le temps n'est pas un ennemi, que vieillir peut être une richesse, que chaque année vécue avec conscience et amour est une année qui s'ajoute à la profondeur de ce qu'on est. Et c'est cela, au fond, que je te souhaite. Pas de vivre longtemps, même si c'est bien sûr un cadeau, mais de vivre profondément. De vivre avec tes yeux ouverts, ton cœur disponible, ton esprit curieux. De vieillir en t'enrichissant plutôt qu'en t'appauvrissant. De traverser les années avec la conscience que chaque moment compte, que chaque relation compte, que chaque choix que tu fais aujourd'hui dessine la personne que tu seras demain. Tu mérites cette vie-là. Tu mérites cette profondeur-là. Et tu en es capable. Merci de m'avoir accompagné jusqu'ici. Si ce contenu t'a été utile, si quelque chose a résonné en toi, si une idée t'a touché ou t'a donné envie de réfléchir, je t'invite à t'abonner et à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Peut-être un ami, un parent, un frère ou une sœur qui traverse une période de questionnement. Ces conversations-là, elles peuvent changer une journée et parfois elles peuvent changer une vie. On se retrouve dans le prochain épisode. Prends soin de toi.